que le Maroc est en train de faire, c'est pas normal. Et je pèse mes mots. Cette équipe vient d'éliminer les Pays-Bas de la Coupe du Monde. Avant eux, elle a fait tomber l'Espagne, le Portugal, la Belgique. Elle a tenu tête au Brésil. Et le plus fou, c'est qu'ils ont battu et viré 4 grands entraîneurs. Luis Enrique, Martinez, Koeman et Santos. Tous ont perdu leur poste après être tombés contre le Maroc. Mais ça, c'est juste ce que tu vois à la télé. Parce que derrière, il y a des chiffres complètement fous. Le Maroc détient aujourd'hui le record du monde de la plus longue série sans défaite de toute l'histoire du football. Devant le Brésil, devant l'Italie, devant l'Argentine. Contre les Pays-Bas, ils ont réussi plus de 800 passes, un truc qu'une seule autre équipe avait fait avant eux. Et ils sont montés à 95% de possession en prolongation, face à l'une des plus grandes nations du foot. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que l'homme qui est derrière cette équipe n'a jamais été footballeur professionnel. Il n'a même jamais entraîné une équipe d'adultes avant de prendre les Lions de l'Atlas. Alors, comment un pays qui n'avait quasiment rien gagné pendant des décennies se retrouve d'un coup à battre les records du Brésil et à passer de la 22e à la 6e place mondiale? Et surtout, est-ce que quelqu'un peut encore les arrêter? Reste jusqu'au bout, je vais te montrer comment un pays parti de presque rien est devenu la machine qui fait peur à toute la planète foot. Le 29 juin, 16e de finale de la Coupe du Monde, à Monterrey, au Mexique. En face du Maroc, il y a les Pays-Bas, une des plus grandes nations du foot. 7e mondial, avec Van Dijk, Gakpo, De Jong, Dumfries. Et sur le papier, beaucoup voyaient les Néerlandais passer tranquillement. Avant le match, l'ancien international néerlandais Raphaël van der Vaart avait dit en toute confiance « Les Pays-Bas vont gagner 3-0 ». Et ils doivent gagner. Si tu mets tous les joueurs côte à côte et que tu regardes les clubs où ils jouent, les Pays-Bas doivent gagner. Retiens bien cette phrase, on va y revenir. Sauf que sur le terrain, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est pas le Maroc qui a subi, c'est le Maroc qui a complètement dominé. Les Lions de l'Atlas ont pris le ballon, ont posé leur jeu et ont étouffé les Pays-Bas du début à la fin. Ils les ont démolis. Hakimi qui touche le poteau, des occasions à répétition, un Rahimi qui rate l'inratable en prolongation. Bref, un Maroc qui joue sans aucune peur. Et il y a une stat qui montre à quel point les Marocains étaient supérieurs. Sur ce match, le Maroc a réussi 801 passes. C'est énorme. Tellement énorme que le Maroc devient la 2e équipe seulement dans l'histoire, après l'Espagne, à dépasser les 800 passes dans un match de Coupe du Monde depuis qu'on mesure ces données. Le Maroc a eu 70% de possession, contre 30% pour les Pays-Bas. C'est leur plus faible total dans un match de Coupe du Monde depuis 1966. Autrement dit, ça faisait 60 ans qu'une équipe des Pays-Bas n'avait pas autant subi dans un match de Coupe du Monde. Et c'est le Maroc qui leur a infligé ça. Côté tir, c'est 12-7 pour le Maroc, dont 6 cadrés contre 3. Et une précision de passe de 92% pour le Maroc. Une domination totale, dans tous les compartiments. Et le plus fort, c'est contre qui ils l'ont fait? Contre les Pays-Bas, l'équipe qui a inventé le football total dans les années 70. Ce style basé justement sur la possession et la maîtrise du ballon. Le Maroc les a battus à leur propre jeu. Et ça a duré jusqu'au bout. En prolongation, c'était encore pire pour les Néerlandais. Sur la 2e période de prolongation, le Maroc est monté à 95% de possession. 95, c'est complètement fou et du jamais vu, surtout d'une nation africaine contre une nation européenne. Pendant ces 15 minutes, les Pays-Bas n'ont quasiment pas touché le ballon. Ils étaient tellement dépassés tout le match qu'ils ont fait un truc qu'on ne les voit quasiment jamais faire, jouer avec une défense à 5, un bloc bas, juste pour essayer de tenir. Une des plus grosses équipes offensives du monde, réduite à défendre et à prier. Et pourtant, le foot est parfois cruel. À la 72e minute, sur l'une de leurs très rares occasions, Cody Gakpo ouvre le score pour les Pays-Bas. Un but très fort en émotion parce que Gakpo venait de perdre son enfant à naître quelques jours avant le match. Et là, tu dis que le scénario du vol parfait est en train de se produire. Le Maroc domine tout, mais les Pays-Bas mènent. Sauf que ce Maroc ne lâche rien. Dans la première minute du temps additionnel, à la 90e plus 1, le défenseur Issa Diop monte sur un centre de Shemseddine Talbi et égalise d'une tête 1-1. Le Maroc y a cru jusqu'au bout et il est récompensé au dernier moment. Prolongation, toujours 1-1 et on va donc au tir au but. Et c'est là que Bounou est entré dans l'histoire. On en parle tout de suite. Avant qu'on continue, un grand merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Et si j'en parle, c'est pas juste pour la pub, c'est un truc que j'utilise pour de vrai. Et en plus, ça tombe bien avec la Coupe du Monde. Parce que le problème, tu le connais, pendant la Coupe du Monde, certains matchs sont diffusés gratuitement dans d'autres pays. Et chez toi, bah non. Et c'est exactement là que CyberGhost fait toute la différence. Tu changes ta localisation virtuelle en 2 clics parmi plus de 100 pays et t'accèdes facilement à ces diffusions. Pareil pour Netflix, Prime Video ou Disney+. Tu changes de pays et c'est tout un catalogue qui s'ouvre. Des films et séries auxquels t'avais même pas accès avant. Et au-delà du foot, c'est ta vie privée qui est protégée. Petit truc que les gens ignorent, le mode de navigation privé ne te rend pas anonyme.
Ton fournisseur d'accès internet, le wifi de ton boulot, celui du café au coin de la rue, tous voient ce que tu fais en ligne. CyberGhost chiffre ta connexion et masque ton adresse IP. Tu redeviens invisible, c'est aussi simple que ça. Et c'est pas un petit acteur, plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une excellente note sur Trustpilot. Quand autant de gens font confiance à un service, c'est rarement hasard. Ça marche sur Windows, Mac, iPhone, Android, Smart TV, jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc toute la maison est couverte avec un seul abonnement. Avec mon lien dans la description, tu profites de leur meilleure offre. 2,03 € par mois, 4 mois offerts, soit 83% de réduction. Et c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours, donc zéro risque à tester. En passant par le lien, tu soutiens aussi la chaîne. Merci encore à CyberGhost VPN. Allez, on reprend. Les tirs au but, c'est le domaine de Yacine Bounou. Et le monde entier allait le redécouvrir ce soir-là. La séance commence et elle est complètement folle des deux côtés. Nail El Ainaoui, premier tireur marocain, touche la barre. Koopmeiners, lui, marque pour les Pays-Bas. Ensuite, Chloé Vert touche le poteau. Puis côté marocain, Raimi croit rater le sien, le gardien touche le ballon, mais il finit par rentrer quand même dans des circonstances incroyables. Timber envoie le sien complètement à côté, et Hakimi, le capitaine, veut donner la victoire au sien, mais il touche le poteau lui aussi. Au moment décisif, Bounou sort le penalty de Summerville. Derrière, Ismaël Saibari prend ses responsabilités et transforme le penalty de la victoire. Le Maroc s'impose 3-2 et file en 8e de finale contre le Canada. Mais là, il faut absolument qu'on parle de la technique de Bounou, parce qu'elle est géniale. Sur la séance, il ne plonge pas comme un gardien classique, il reste debout le plus longtemps possible, et il part au dernier moment en sautant vers un coin en hauteur. Pourquoi ? Parce qu'il avait appris un truc. Face à un Bounou monstrueux dans cet exercice, Coman avait demandé à ses joueurs de tirer haut, en pensant que c'était le seul moyen de le battre. Sauf que Bounou le savait, et il a adapté sa façon de faire exprès pour aller chercher ses ballons à hauteur. Et pour te montrer à quel point Bounou est devenu une terreur dans cet exercice, il faut réécouter ce qu'a dit Luis Enrique, l'entraîneur qui a affronté le Maroc avec l'Espagne au Qatar 2022. Il a raconté « Avant notre match contre le Maroc, mon staff et moi avons étudié Bounou. On a découvert qu'il lit correctement la direction de 8 pénaltys sur 10. C'était une information terrifiante pour nous. 8 sur 10. Imagine la pression quand tu montes tirer face à un mec pareil. Résultat, Bounou est devenu le gardien qui a fait échouer le plus de pénaltys en séance de tir au but dans l'histoire de la Coupe du Monde, avec 6 pénaltys stoppés ou manqués face à lui. Il est désormais seul en tête de ce classement, avec ses 6 pénaltys devant Goïcoechea, Tafarel, Subasic et Livakovic, qui sont tous à 5. Le meilleur au monde dans cet exercice tout simplement. Et ce match avait une saveur particulière, parce que dans cette équipe du Maroc, plusieurs joueurs comme Nousser Mazraoui, Sofiane Amrabat, Anas Salah Eddine et même Ismaël Saibari sont nés ou ont grandi aux Pays-Bas, sont passés par les clubs et les sélections de jeunes néerlandaises et ont fini par choisir de représenter le Maroc plutôt que les Pays-Bas. Donc pour eux, ce n'était pas un match comme les autres, c'était affronter le pays qui les a vus grandir et lui prouver qu'ils avaient fait le bon choix. Et maintenant, revenons à Raphaël van der Vaart. Tu te souviens, celui qui avait promis un 3-0 pour les Pays-Bas. En fait, il avait été encore plus loin dans le mépris. Avant le match, il avait aussi sous-entendu que le Maroc se contentait de récupérer les joueurs qui n'avaient pas réussi à s'imposer en sélection néerlandaise. Une façon de dire que le Maroc, c'était l'équipe des recalés des Pays-Bas. Après le match, il a complètement changé de discours. Il a avoué, le Maroc méritait sa qualification. Il a été meilleur que les Pays-Bas. Le mec qui riait du Maroc et de ses joueurs quelques jours plus tôt était obligé d'admettre la vérité. Et il n'était pas le seul. Même Van Dijk, le capitaine néerlandais, a lâché après la rencontre « Nous avons affronté l'une des équipes les plus fortes au monde ». Et un consultant a dit exactement ce que tout le monde pensait. Pour la première fois de ma vie, je vois une équipe de la taille des Pays-Bas défendre, avoir peur, jouer la montre en prolongation. Depuis 1986 que je regarde du football, j'ai jamais vu une équipe africaine avec autant de prestance et de personnalité. Ils font peur à tout le monde maintenant. Et je ne serais pas surpris qu'ils jouent la finale. Et c'est là que tu comprends un truc. Ce que le Maroc a fait aux Pays-Bas, c'est pas un exploit isolé ou un coup de chance d'un soir. C'est devenu une habitude. Les Pays-Bas ne sont que la dernière victime d'une longue liste. Parce que ce que le Maroc leur a fait, il l'a déjà fait à d'autres géants. Et à chaque fois, ça a coûté sa place à un entraîneur. Depuis quelques années, il y a un point commun entre plein de grandes équipes. Elles ont croisé le Maroc et elles l'ont regretté. On remonte à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est là que le Maroc a lancé sa réputation de tueur de géants. En phase de groupe, il tombe sur la Belgique, à l'époque, deuxième nation mondiale, une des meilleures générations de son histoire. Et le Maroc les bat 2-0. La Belgique ne s'en remet pas, sort dès le premier tour et son sélectionneur Roberto Martinez quitte son poste juste après. Et dans ce même groupe, le Maroc tient aussi en échec la Croatie, 0-0. Une Croatie qui n'était pas n'importe qui, finaliste de la Coupe du Monde précédente en 2018 et qui finira même 3e de ce mondial 2022. Autrement dit, le Maroc ne tombe pas seulement contre les gros, il ne perd carrément pas contre eux. Ensuite, en 8e, le Maroc affronte l'Espagne, la grande Espagne du tiki-taka, championne du monde 2010. Résultat,
1-0-0 et une séance de tir au but où Bounou fait son show en arrêtant de tir. Le Maroc élimine l'Espagne. Et derrière, Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, perd son poste dans la foulée. Puis en quart, c'est au tour du Portugal de Cristiano Ronaldo. Encore une grande nation, encore un favori. Et encore une victoire du Maroc, 1-0. Le Portugal est éliminé et son sélectionneur Fernando Santos, en poste depuis 8 ans, s'en va juste après. Tu vois le schéma? En un seul tournoi, le Maroc a fait tomber 3 grandes nations européennes et fait sauter 3 entraîneurs. La Belgique, l'Espagne, le Portugal. Et grâce à ça, ils sont devenus la première nation africaine et arabe de l'histoire à atteindre la demi-finale d'une Coupe du Monde. 4e mondial au final. Et là, en 2026, l'histoire se répète. Le Maroc sort les Pays-Bas. Et quelques heures après, Ronald Koeman démissionne. Un 4e entraîneur qui saute à cause des Lions de l'Atlas. Et je t'ai même pas parlé du match qui a lancé leur Coupe du Monde 2026. Pour leur entrée, le Maroc affronte le Brésil, la quintuple championne du monde. Et non seulement ils ne perdent pas, mais ils tiennent tête à la Seleção, décrochent un 1-1 et passent tout près de la victoire. Leur tout premier point de l'histoire contre le Brésil en Coupe du Monde. Alors quand tu mets tout ça bout à bout, tu comprends que c'est plus une surprise. Une équipe qui fait tomber la Belgique, l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas en l'espace de quelques années, qui tient tête au Brésil et qui coûte leur poste à 4 sélectionneurs, c'est pas un coup de chance, c'est une vraie place parmi les meilleurs du monde. D'ailleurs, les chiffres le prouvent, et je vais te montrer un record qui va te faire halluciner. Le Maroc est devenu l'équipe nationale avec la plus longue série d'invincibilité de toute l'histoire du football. 41 matchs de suite sans la moindre défaite. Prends une seconde pour mesurer ce que ça veut dire. Sur cette série, qui a commencé en 2023, le Maroc a enchaîné les matchs sans jamais perdre, ni contre les petites équipes, ni contre les grandes. Et en battant ce record, ils ont dépassé des monuments du foot. L'Italie qui détenait le record avec 37 matchs sans défaite entre 2018 et 2021, l'Argentine qui était montée à 36 matchs, l'Espagne et le Brésil, dans leurs plus grandes époques, qui avaient atteint 35. Tu réalises ? On parle du Brésil, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Argentine, des équipes qui ont gagné des Coupes du Monde, et c'est le Maroc qui fait mieux que tout le monde. C'est le Maroc qui est en tête de ce classement historique, devant absolument toutes les grandes nations du foot. Et c'est pas juste une histoire de ne pas perdre. Sur cette période, ils ont aussi été d'une solidité incroyable. Ils enchaînaient les victoires, ils encaissaient très peu de buts, ils gagnaient contre tout le monde. Ils ont même détenu à un moment la plus longue série de victoires consécutives de l'histoire du foot international, avec 19 victoires d'affilée, ce qui a battu le record de l'Espagne qui était de 15. 2 records du monde en même temps, la plus longue série sans défaite et la plus longue série de victoires, par une seule et même équipe, le Maroc. Et forcément, avec des résultats pareils, le Maroc a grimpé au classement FIFA. Ils sont aujourd'hui 6e nation mondiale, le meilleur classement de toute leur histoire, et de très loin, la meilleure équipe africaine. C'est plus l'outsider sympa qu'on sous-estime, c'est une des 6 meilleures équipes de la planète, avec les résultats pour le prouver. Et c'est le capitaine, Achraf Hakimi, qui le confirme. Ce qui a été accompli n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un gros travail. Le Maroc est aujourd'hui parmi les meilleures équipes du monde. Et là, la vraie question c'est comment ? Comment un pays qui n'avait quasiment rien gagné pendant des décennies se retrouve d'un coup à battre les records de l'Italie et du Brésil, à faire tomber les plus grandes nations et à devenir la 6e équipe mondiale? Parce que ça tombe pas du ciel. Derrière, il y a un plan. Et ce plan, il commence bien avant les résultats qu'on voit aujourd'hui. Parce que ce que fait l'équipe A, c'est que la partie visible. En réalité, tout le football marocain gagne, à tous les niveaux, en même temps. Et là, ça devient impressionnant. Commençons par le plus fou. En octobre 2025, le Maroc a gagné la Coupe du Monde du vin, celle des moins de 20 ans. En finale, ils ont battu l'Argentine 2-0. Et sur le chemin, ils avaient déjà éliminé l'Espagne, le Brésil et la France. Rien que ça. C'est le tout premier titre mondial de l'histoire du Maroc, toutes catégories confondues. Et ils sont devenus seulement la 2e nation africaine à gagner ce trophée, après le Ghana. Et chez les plus jeunes encore, les moins de 17 ans, le Maroc a décroché en 2025 son tout premier titre de champion d'Afrique U17, à la maison, en battant le Mali en finale. Mais ça s'arrête pas là. Chez les U23, les moins de 23 ans, le Maroc a décroché la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Une médaille olympique en foot, pour un pays africain, c'est énorme. Ajoute à ça le championnat d'Afrique des Nations, cette compétition réservée aux joueurs qui évoluent dans leur championnat local. Le Maroc l'a gagné en 2018, en 2020 et en 2024. 3 titres, une domination totale sur cette compétition, qui prouve que même le championnat marocain local produit des joueurs de qualité, pas seulement la diaspora. Et il y a encore mieux pour prouver ça. En décembre 2025, le Maroc a remporté la Coupe arabe au Qatar, en battant la Jordanie en finale. Et le plus fort, c'est qu'il l'a fait avec une sélection composée presque uniquement de joueurs qui évoluent dans le championnat marocain local. Pas les stars européennes, pas Hakimi, ni Bounou, juste les locaux. Et ils ont quand même soulevé le trophée. Ça veut dire une chose simple, même sans la diaspora, même avec seulement les joueurs du pays, le Maroc gagne des titres. Et il y a aussi la Coupe d'Afrique des Nations 2025, organisée au Maroc.
Sur le terrain, la finale avait tourné à l'avantage du Sénégal, mais après coup, la commission d'appel de la CAF a déclaré le Sénégal forfait pour avoir quitté la pelouse en pleine finale et a officiellement attribué le titre au Maroc, sur le score de 3-0. Donc dans les registres officiels de la CAF, le Maroc est bel et bien le champion d'Afrique 2025. Le Sénégal a fait appel devant le tribunal arbitral du sport, et tant que le verdict final n'est pas rendu, ce titre pourrait encore bouger, mais à jour, il est bien inscrit au palmarès du Maroc. Il n'y a pas que les hommes. Les Lionnes de l'Atlas, l'équipe féminine, sont montées en puissance elles aussi, avec des finales de Coupe d'Afrique et une vraie place sur la carte du foot féminin mondial. Le Maroc investit même pour organiser des compétitions féminines chez lui. Tu vois ce que ça veut dire? C'est pas une seule équipe qui surperforme grâce à une génération dorée tombée par hasard. C'est absolument tous les étages du football marocain qui gagnent en même temps. Les A, les U23, les U20, les locaux, les femmes. Quand un seul pays gagne à tous ces niveaux d'un coup, ça ne peut pas être de la chance. Ça veut dire qu'il y a une usine derrière, une machine qui sort des joueurs et des résultats en continu. Et cette machine, elle a un point de départ précis. Une décision prise il y a plus de 17 ans, qui a tout changé. C'est ça le vrai secret du Maroc, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le point de départ de tout ça, c'est une décision prise par le roi Mohammed VI. En 2009, il fait construire une académie de football pas comme les autres. À Salé, près de Rabat. L'académie Mohammed VI. Et quand tu vois les installations, tu comprends direct que le Maroc a vu grand. On parle d'un complexe de près de 18 hectares avec 8 terrains aux normes FIFA, dont un terrain couvert, un centre médical et de récupération de pointe, une piscine olympique, une école intégrée, un internat, le genre d'installation qui n'a rien à envier aux plus grands clubs européens. Certains la comparent carrément à la Clairefontaine en France ou à la Masia du Barça. Mais le plus intelligent, c'est pas juste le béton et les terrains, c'est l'idée derrière. L'académie va chercher des gamins partout dans le pays, y compris dans les régions pauvres et dans les rues. Ces gosses qui ont encore l'instinct brut, l'imprévisibilité, et elle les place dans un environnement de discipline tactique européenne. Tu prends le talent brut marocain, tu lui ajoutes une formation de très haut niveau, et tu formes le joueur. Mais aussi sa personnalité, avec de vraies études à côté. Et les résultats, ils sont là. Des joueurs comme Asdine Ounahi, le métronome du milieu marocain, Naïef Aguerd en défense ou Youssef En-Nesyri en attaque sont tous sortis de cette académie. Lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 2022, 4 joueurs de l'effectif venaient de là. Et pour le Mondial U20 gagné en 2025, plusieurs titulaires étaient aussi des purs produits de l'académie. Et c'est là que le plan devient vraiment malin, parce que cette réussite locale a eu un effet inattendu. Quand les joueurs de la diaspora, tous ces binationaux nés en France, en Belgique, aux Pays-Bas ou en Espagne, ont vu que le Maroc construisait un vrai projet sérieux avec des résultats mondiaux, ils ont commencé à choisir le Maroc. Hakimi, Ziyech, Amrabat, Mazraoui et tant d'autres. Comme l'a dit le premier directeur de l'académie, c'est à ce moment-là qu'on a fait le grand saut. Les joueurs ont vu qu'il y avait un vrai potentiel dans le pays, donc le Maroc joue sur les deux tableaux en même temps. D'un côté, il forme ses propres talents localement, dans une académie de niveau mondial, de l'autre, il va convaincre les meilleurs binationaux de la planète de porter le maillot des Lions de l'Atlas. Et l'ancien défenseur Mehdi Benatia l'a très bien résumé. Il y a une génération talentueuse, oui, mais surtout il y a un système qui s'occupe de développer les joueurs. L'académie Mohammed VI a été un vrai tournant, une installation de niveau mondial qui ne forme pas seulement un footballeur, mais aussi sa personnalité. C'est ça le vrai secret. Pas un coup de chance, pas une génération magique. Un investissement énorme, lancé il y a plus de 15 ans, qui produit aujourd'hui ses fruits à tous les niveaux. Et derrière cette machine, il y a un dernier personnage qu'il faut absolument que tu connaisses. Un entraîneur au parcours complètement fou. Cet entraîneur, c'est Mohamed Wahabi. Et son histoire est tellement folle que tu vas avoir du mal à y croire. Parce que Mohamed Wahabi n'a jamais été footballeur professionnel. Jamais. Et avant de prendre les Lions de l'Atlas, il n'avait jamais dirigé une équipe d'adultes en tant qu'entraîneur principal. Toute sa carrière, il l'a passé à former des jeunes, dont 17 ans à l'académie d'Anderlecht, en Belgique. Voilà le parcours du sélectionneur qui vient de sortir les Pays-Bas de la Coupe du Monde. C'est lui qui a gagné le Mondial U20 avec les jeunes en octobre 2025. Derrière, il a été propulsé sélectionneur de l'équipe A, moins de 100 jours avant la Coupe du Monde 2026, moins de 3 mois pour préparer un mondial avec une équipe qu'il connaissait à peine. Et malgré ça, il tient tête au Brésil, il sort les Pays-Bas et il emmène le Maroc en 8e, un mec qui n'a jamais tapé dans un ballon au niveau pro. Et pour comprendre comment il a fait, il faut écouter une histoire qu'il a racontée à ses joueurs. Une histoire qu'il tient d'une conférence de Carlo Ancelotti, du temps où il entraînait le Real Madrid. La voici. Le lion, quand il se réveille le matin, il pense à courir. Parce que s'il court pas, il n'attrape pas la gazelle. Et il mange pas. Mais la gazelle, elle aussi, quand elle se réveille, elle pense à courir. Parce que si elle ne court pas assez vite, le lion la rattrape et la dévore. Et là, Wahabi pose une question piège à ses joueurs. Et vous préférez être le lion ou la gazelle? Et à chaque fois, tous les joueurs répondent la même chose. Le lion. Personne ne veut être la gazelle. Sauf que la vraie réponse d'Ancelotti, la voici. Peu importe que tu sois le lion ou la gazelle, ce qui compte, c'est qu'au réveil, tu saches qu'il va falloir courir.
Réfléchis 2 secondes. Pourquoi tout le monde répond spontanément le lion? Parce qu'on imagine que sa vie est plus facile. Mais c'est faux. Si le lion ne court pas, il crève de faim. Et si la gazelle court assez vite et assez longtemps, c'est le lion qui s'épuise et qui finit par mourir le premier. Le confort du lion, c'est une illusion. Et c'est exactement ça la mentalité que Wahhabi a mise dans la tête de ses joueurs. Ne jamais se croire supérieur, ne jamais chercher le confort. Se dire que peu importe qui t'es, favori ou outsider, demain il faudra courir. C'est ce qui explique pourquoi ce Maroc n'a peur de personne, mais ne prend personne de haut non plus. Il ne se voit pas au-dessus des Pays-Bas ou du Brésil, mais pas en dessous non plus. Parce que la vraie humilité, c'est pas de se rabaisser pour plaire aux gens, c'est croire au fond de soi que personne n'est supérieur à personne. Et donc, personne n'est inférieur à personne. C'est ça le vrai moteur de ce Maroc. Alors maintenant, la vraie question, jusqu'où ce Maroc peut aller dans cette Coupe du Monde? La prochaine étape, c'est le Canada, le 4 juillet à Houston, en 8e de finale. Un match particulier parce que le Canada est l'un des pays organisateurs, mais le Maroc est largement favori. Il avait déjà battu le Canada 2-1 au Qatar en 2022. Et ce qui est fou, c'est ce qu'on commence à dire sur eux. On ne parle plus d'un outsider sympa, mais d'un vrai candidat. Certains experts les voient atteindre les demi-finales, et à partir de là, tout devient possible. D'autres n'écartent même pas une finale. Vu leur parcours et leur mental, c'est plus une hypothèse folle. Mais avant ça, ils vont devoir affronter plus probablement au quart de finale une France très forte. Donc à suivre. Et il y a un rêve encore plus grand derrière. En 2030, le Maroc va co-organiser la Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal. Une génération dorée. Une machine à former des joueurs et un mondial en partie à la maison dans 4 ans. Alors, est-ce que ce que fait le Maroc est normal? Non. Et tout ce qu'on a vu dans cette vidéo le prouve. Et toi, t'en penses quoi? Tu crois que le Maroc peut vraiment aller au bout? Dis-moi tout en commentaire. Avant de te laisser, petit rappel pour CyberGhost VPN qui sponsorise la vidéo. La Coupe du Monde arrive, plein de matchs vont être diffusés ailleurs qu'en France et c'est exactement le moment d'avoir un VPN. Le lien est en description si tu veux profiter de l'offre, 2,03€ par mois et 4 mois offerts. Ça reste imbattable. T'as 45 jours pour tester, donc franchement, zéro risque. Et ça aide la chaîne, donc merci à ceux qui passent par le lien. Si la vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi pour la suite du parcours des Bleus et on se retrouve pour le prochain match.